Monsieur, comme nous l'avons déjà annoncé, l'université d'une thèse d'agrégation en médecine par aux substances cynogènes du manioc, professeur Apollinaire Mulumba Nkwadi, empêché. L'ordre du jour de cette ouverture de la séance par monsieur le représentant du candidat, encore une fois par monsieur le doyen de la faculté, par monsieur le doyen de la faculté de médecine. Cette suspension de la séance et délibération à huis clos par les candidats. Sujet de la séance pour la seconde fois et délibération à huis clos sur l'ensemble du résultat de l'épreuve par le président du jury. 11 comme de l'université de Kinshasa au lauréat par monsieur le recteur ici et par monsieur le représentant du recteur. Avant d'inviter monsieur le représentant du recteur à bien vouloir. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement les caractères solennels de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. La faculté de médecine, agissant au nom du secrétaire général à la recherche, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs et de l'enseignement supérieur en médecine. Fait à Kinshasa, le faculté de médecine a présenté les candidats. De la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine. L'an 2023, le 21e jour du mois de juillet à Kinshasa, nous, professeur Roger Mbumba, doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, procédons à la présentation du docteur Utuka Bambabine Kayoka Victor, à la vérification de documents scolaires et académiques versés dans son dossier, à la vérification des textes légaux relatifs à l'épreuve de la soutenance des thèses d'agrégation. Attendu que Dr Utuka Bamba Kayoka Victor est né en Bujimaï, attendu qu'il est domicilié à la commune de Limité, avenue Mukulumaïle, numéro 56, ainsi que la thèse de son document de résidence, attendu qu'il est détenteur d'un extrait de casier judiciaire vierge, délivré à Kinshasa, attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'école primaire Mi-Bansele et a obtenu un certificat d'études primaires de Silundu Merode de 1986. Essentiel de son travail. Ici, maintenant et dans cette salle, notre communication tournera autour de 5 points suivants. D'abord, une petite introduction qui sera suivie par notre méthodologie de travail. Nos résultats nous seront présentés au point 3, nous discuterons au point 4 et nous terminerons par une petite conclusion qui va déboucher sur quelques perspectives. Monsieur le Président, professeur et très chers membres du jury, les concepts de neurocognition renvoient à l'ensemble des processus cérébraux qui permettent l'acquisition, le maintien et le traitement des connaissances. Ces processus cérébraux sont aussi appelés fonctions neurocognitives. Et parmi ces fonctions, je cite l'attention, le langage, la mémoire, la praxie, la gnosie, l'orientation temporo-spatiale, les fonctions exécutives, et j'en passe. Toutes ces fonctions, Monsieur le Président du jury, dépendent de l'intégrité anatomique et physiologique du cerveau, de réserves neurocognitives que le cerveau possède, mais aussi et surtout de la façon dont on continue à entretenir et exploiter ces réserves. Toute altération des fonctions neurocognitives susceptibles d'interférer avec la vie socio-professionnelle du sujet, Monsieur le Président, est qualifiée de troubles neurocognitifs. Et classiquement, il est distingué deux groupes de troubles neurocognitifs. Il y a des troubles neurocognitifs légers
dans lesquels les sujets avec troubles neurocognitifs est relativement adapté dans ce milieu socio-professionnel et des troubles neurocognitifs majeurs dans lesquels les sujets avec des troubles est très perturbé et n'est pas adapté dans ce milieu de vie. Selon les nombres de domaines altérés, il est distingué 4 types de troubles neurocognitifs. Les troubles neurocognitifs non amnésiques, unis et multidomaines, dans lesquels il y a l'atteinte des domaines autres que les domaines mnésiques. Et les troubles neurocognitifs amnésiques, unis et multidomaines, où l'atteinte des fonctions mnésiques est une constante, donc est permanente. Sur le plan épidémiologique, Monsieur le Président, ces dernières années, nous assistons dans le monde à une fréquence de plus en plus croissante du nombre de personnes atteintes par les troubles neurocognitifs, principalement dans le pays en voie de développement et surtout en Afrique. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé prévoit d'ici 2050 une augmentation considérable du nombre de personnes souffrant des troubles neurocognitifs en Afrique subsaharienne. Et cette augmentation, très chers membres du jury, a des conséquences lourdes, notamment la perte d'autonomie du sujet atteint, nécessitant une aide et une prise en charge, avec le coût direct, indirect élevé, et surtout l'augmentation de la mortalité. Ces troubles neurocognitifs dans le pays en développement sont multifactoriels. Ne sont pas seulement associés aux facteurs de risque cérébrovasculaires habituels tels que l'âge, le vieillissement, le diabète sucré, l'obésité, les sexes, l'hypertension artérielle, j'en passe. Il est noté ces dernières années les rôles de plus en plus importants joués par le facteur toxique. Et parmi les éléments toxiques, très chers membres du jury, le manioc est de plus en plus incriminé. Et pourtant, le manioc en Afrique est un aliment de base, un aliment de sécurité alimentaire, un aliment qui est toujours à la portée de tous chaque fois qu'il y a carence alimentaire. En fait, parmi les maniocs cultivés, il est distingué deux variétés. Il y a le manioc doux et le manioc amer. Cette différenciation tient compte de la teneur en glycosides cyanogènes, qui est faible dans le manioc doux et élevé dans le manioc amer. Cette présence de glycosides cyanogènes dans le manioc fait que la consommation de manioc, dans certains contextes, dans certaines circonstances, est associée aux méfaits sur la santé humaine. Ces méfaits peuvent se présenter sous un tableau de toxicité aiguë, avec une forme clinique qui peut aller de l'obnubilation à la mort subite en passant par les comas, ou sous forme de toxicité chronique qui peut se présenter cliniquement sous forme de retard de croissance, des troubles endocriniens comme le goitre et surtout des troubles neurologiques comme la maladie Gonzo, la neuroataxie tropicale, les troubles électroencéphalographiques et plus récemment les troubles neurocognitifs chez l'enfant. Gonzo, très chère assemblée, pour ceux qui ne savent pas, Gonzo est une maladie caractérisée surtout par une paraparésie spastique ou parfois par une tétraparésie spastique. C'est une maladie d'origine toxico-nutritionnelle associée à la consommation de manioc amer dans un contexte ou dans des conditions de dénutrition chronique. L'évolution des connaissances, donc les connaissances sur l'atteinte cérébrale ou sur les troubles neurocognitifs dans le milieu de consommation de manioc amer a connu d'évolution selon les contextes et selon le pays. C'est ainsi qu'au Nigeria, déjà en 1981, Osotokum signalait la possibilité des atteintes cérébelleuses et cérébrales associées à la consommation du manioc amer. Et dans le même pays, toujours au Nigeria, en 2000, Olowoole avait observé des altérations graves de fonctions neurocognitives dans sa série.
en République démocratique du Congo, en 2000, Tchala, dans cette étude, avait observé un ralentissement généralisé de l'activité électroencéphalographique et un prolongement des temps de conduction centrale à la stimulation transcorticale chez les enfants. Et Mwanza, en 2013, avait remarqué une latence retardée et une amplitude réduite lors de l'analyse des potentiels évoqués visuels chez les enfants Konzo. Et Makila Mabe, en 2014, va expliquer la neurodégénérescence, qui sert de sous-bassement aux troubles neurocognitifs associés à la consommation du manioc. Makila Mabe va expliquer cette neurodégénérescence par un stress oxydatif cyanoïde. Et plus tard, Okitundu et Bovine vont nous faire remarquer que dans le milieu de consommation de manioc amer, il n'y a pas que la maladie Konzo, mais il y a aussi les troubles de la motricité fine, les troubles psychomoteurs, socio-émotionnels et le retard de développement neurocognitif. Les troubles neurocognitifs observés chez les enfants vivant dans le milieu en consommation de manioc amer avaient une intensité et une fréquence qui augmentaient avec l'âge de l'enfant, faisant ainsi craindre les risques de troubles neurocognitifs chez l'adulte vivant dans le même milieu. Cela veut dire, Monsieur le Président, que dans le milieu de consommation, de manioc amer, 4 groupes de facteurs sont susceptibles d'agir négativement sur le fonctionnement neurocognitif de l'adulte, à savoir l'intoxication cyanhydrique chronique, la malnutrition chronique, la faible réserve neurocognitive de l'enfance et les facteurs de risque cérébrovasculaires habituels, tels que l'hypertension artérielle, le diabète sucré, la consommation d'alcool et la consommation de tabac. Ces 4 groupes de facteurs, en agissant négativement sur le fonctionnement neurocognitif de l'adulte, auraient comme corollaire possible la perte d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne de l'adulte. C'est ainsi que cette recherche est partie de l'hypothèse que la malnutrition et l'intoxication cyanhydrique chronique, qui sont des facteurs de risque des troubles neurocognitifs, seraient des facteurs de risque des troubles neurocognitifs de l'adulte à Kayemba. Et que les troubles neurocognitifs du sujet adulte de Kayemba seraient susceptibles d'interférer avec son fonctionnement et son intégration sociale au quotidien. C'est une recherche qui s'est fixé 3 objectifs spécifiques, à savoir, d'abord caractériser les profils neurocognitifs de l'adulte vivant à Kayemba, un profil jusque-là non connu. Ensuite, identifier les facteurs associés aux troubles neurocognitifs et enfin, préciser les degrés d'autonomie des sujets avec troubles neurocognitifs. Cette recherche s'est posée comme question: quelles sont la nature et la prévalence des troubles neurocognitifs à Kayemba? Quels sont les facteurs de risque associés aux troubles neurocognitifs? Et quel est le degré d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne de l'adulte à Kayemba? 3 publications, Monsieur le Président et très chers membres, ont constitué l'ossature de cette recherche. Dans la première, nous avons décrit les profils cognitifs de l'adulte vivant à Kayemba. Dans la deuxième, nous avons analysé le facteur de risque associé aux troubles neurocognitifs. Et dans la troisième, nous avons analysé les conséquences des troubles neurocognitifs sur les activités de la vie quotidienne de l'adulte vivant à Kayemba. Monsieur le Président, très chers membres du jury, nous passons à la partie consacrée à la méthodologie. Le territoire de Kayemba, situé dans la province de Kwango, nous a servi de cadre pour réaliser cette recherche. Ce territoire est bien connu et entre la République de l'Angola, les territoires de Féchi et les territoires de Kasongolunda, à l'ex-Grand Bandung. Le chef-lieu du territoire de Kayemba est appelé la cité ou la ville de Kayemba. Et la population de la cité ou la ville de Kayemba, Monsieur le Président, nous a intéressés. C'est cette population qui nous a servi de population d'études.
et notre échantillon de convenance était composé de 406 précédemment inclus dans l'étude. Chaque parent devait avoir un amant libre et éclairé. Tout sujet, le langage, l'attention, la mémoire, une personne qui connaît bien les sujets. C'est pour explorer les sujets dans les activités de la vie quotidienne. Sur le plan neurosomatique et sur le plan psychiatrique. Et la notion de dénutrition, la notion de consommation de tabac, question artérielle. Et nous avons également administré les tests. À la fin de cette partie, nous avons réalisé l'évaluation fonctionnelle. Et cette évaluation était réalisée à l'aide d'un test dans les activités de la vie quotidienne. Ces tests relationnels. Quant à l'exposition dans le premier urine du matin de chaque sujet, les statuts neurocognitifs du sujet et la performance fonctionnelle variable dépendante. Et nos variables explicatives, les facteurs de risque cardiovasculaire, les troubles anxio-dépressifs. La gestion de nos données a été réalisée avec quantitatif. Les proportions et les tests du carré quantitatif. La régression logistique a été. Après l'analyse de nos données, nous avons observé, nous avons été frappés de remarquer l'âge restant nous représenté dans la série d'environ 3%. Et plus de 3/4 de ces sujets avaient les niveaux d'éducation, étaient dans un état de nutrition chronique. Et c'est là. Quant aux troubles neurocognitifs, l'analyse multivariable sont également ressortis. Et seulement les stress majeurs, alors que l'hypertension artérielle était seulement associée aussi bien aux troubles neurocognitifs légers, aux troubles amnésiques domaine, avec surtout les troubles attention de l'affluence verbale. Et les sujets avec troubles neurocognitifs majeurs, vous constaterez avec moi que les troubles attentionnels, la dénutrition et l'expression urinaire accrue. Les performances, donc qui ne peut être affectées à l'interprétation des proverbes. Vous savez ce que les pétrants, et du reste, certains pétrants n'est même pas étranger. 5% de la population de Kayemba qui souffre de ces causes-là. Alors que toute cette population est exposée à ces mêmes substances cyanogènes du manioc. Comment peux-tu expliquer ce faible pourcentage de la maladie? 5% seulement. Aux troubles pratiques et sexe faible. La première question, pourquoi la prévalence des gonzo est faible dans un milieu où tout le monde consomme le manioc? Parce que, monsieur le professeur, quelle réponse vous donnez de façon claire et précise? Gonzo, je l'ai dit, il n'y a pas la relation de cause à effet direct entre la consommation de manioc et la maladie gonzo. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, notamment l'alimentation riche en protéines. Généralement, quand on consomme le manioc amer et qu'on a un régime alimentaire équilibré, on ne développe pas, selon les études que nous avons lues, la maladie gonzo. C'est la consommation du manioc amer associée à une alimentation pauvre en protéines, principalement les protéines riches en soufre, qui est à la base du développement de la maladie gonzo. C'est que gonzo se développe souvent quand il y a carence alimentaire, quand il y a guerre, alors qu'il y a souvent des épidémies de gonzo. Quand les gens travaillent normalement et sont correctement nourris, il n'y a pas gonzo qui se développe. Voilà, d'une façon un peu succincte, l'élément de réponse à votre première
questions. Et les membres des jurys sont arrivés, ils se sont associés adaptatifs ou adaptationnels des sujets adultes en milieu affecté. On peut le faire parce que les personnes qui ont accepté de travailler avec vous, en général, la discipline est évidemment un effort que nous tous nous faisons pour garder qui sont sortis de notre filière de formation pour une thèse de doctorat. Je ne peux que le féliciter et lui souhaiter dans ses recherches à venir. Mais en tant que femme, j'ai quelques inquiétudes. Je me dis... Qui est une question importante. Nous avons été ensemble à Kayemba, nous avons récolté les données ensemble, nous avons mangé le manioc de Kayemba ensemble, et nous connaissons très bien Kayemba. Les tests de Goldberg que j'ai utilisés, de l'anxiété, de la dépression, composés de 18 items, pourquoi je l'ai utilisé? Professeur, vous savez, la dépression et tous les troubles cognitifs sont trop liés. Alors, moi, je suis allé pour explorer les troubles cognitifs. Et quand j'explore les troubles cognitifs, je dois être sûr qu'il n'y a pas un trouble dépressif ou un trouble anxieux associé qui peut expliquer les troubles cognitifs. Merci. Je voulais juste savoir si ça a été comme critère de non-inclusion dans l'échantillon de travail, mais vous n'avez pas été ressorti. Merci. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, la séance est suspendue. J'autorise donc les jurys à se retirer pour délibérer à huis clos sur la première partie de l'épreuve. La séance est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la deuxième partie de l'épreuve. Les jurys vous accordent encore 20 minutes pour nous présenter votre leçon publique. Pas de questions. Notre leçon du jour porte sur la démence, l'étiologie et la prise en charge. C'est une leçon destinée aux étudiants en Master 2, LM2, en sciences biomédicales. Master 2, c'est l'équivalent du deuxième doctorat dans l'ancien système. Cette leçon, ces cours sur la démence, c'est un chapitre des cours de neurologie dans cette promotion. Et c'est un cours qui prépare cette formation sur la démence, qui prépare le futur médecin à être capable de mettre en place un programme de diagnostic et de prise en charge correcte de la démence. Et à la fin de cette leçon, chaque apprenant dans la salle sera à mesure non seulement de définir la démence, mais aussi d'expliquer le mécanisme éthiopathogénique et d'en expliquer le principe de prise en charge. Pour atteindre ces objectifs, nous aurons à réaliser une approche centrée sur l'apprenant, en tenant compte du niveau de compétences de chaque apprenant, de ses besoins en connaissances et en aptitudes. Nous aurons donc une composante magistrale centrée sur les exposés avec des vidéoprojections, des composantes interactives où il y aura des jeux de questions-réponses, les travaux personnels et les travaux en équipe et non les travaux en groupe, parce que je préfère que vous travaillez en équipe et non en groupe d'équipe pour qu'il y ait une harmonie comme une équipe de football. Nous aurons une composante pratique où vous aurez analysé les images iconographiques, les spécimens anatomo-pathologiques et les cas cliniques. La durée de la formation sur la démence est de 6 heures, ce qui veut dire 3 séances de 2 heures.
les 30 minutes, les 20 minutes d'aujourd'hui sont incluses et seront consacrées à la définition et au diagnostic et la prise en charge de la démence. Vous aurez les supports. Les supports seront téléchargeables. C'est-à-dire, vous aurez des PowerPoint, je suis en train de vous projeter, vous aurez les notes de cours et vous aurez également les références recommandées. Quant à l'évaluation, nous aurons des interrogations écrites et orales qui seront cotées à 5 sur 5 points. Nous aurons également un examen écrit contenant des questions choix multiples mélangées aux questions ouvertes. Et vous aurez également les travaux pratiques, personnels et en équipe. Cette leçon suivra ce plan. D'abord, la définition de la démence. Qu'est-ce qu'on appelle démence? Qu'est-ce qu'on entend par démence? Qui devient dément? Et qu'est-ce que la démence? Le deuxième point que nous aurons à développer, c'est l'épidémiologie de la démence. Quelle est la place de la démence dans le monde? En Afrique, en RDC et à Kinshasa. Suivez-moi, vous les comprendrez. Je parlerai également des manifestations, je parlerai également des aspects anatomo-éthiopathogéniques. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a développé la démence? Et au quatrième point, nous aurons à voir les aspects cliniques de la démence. Et nous parlerons de la prise en charge au point 5. Quand j'ai dit prise en charge, il s'agit de la prise en charge diagnostique et prise en charge thérapeutique. Et nous parlerons de l'évolution au point 6 ou complications de la démence. Comment peut évoluer cette maladie si on ne les soigne pas? Et enfin, je vous ferai un résumé que vous devez retenir en sortant d'ici. Qu'est-ce que vous aurez à dire à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à ces cours? Et enfin, je vous recommanderai quelques références. Du jury pour la proclamation des résultats. Le candidat chef de travaux, Dr Victor Outou Kabamba Bin Kayouka, en vue de l'obtention du grade d'agrégé d'enseignement supérieur en ainsi. Après délibération à huis clos, les jurys a pris décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Dr Victor Outou Kabamba Bin Kayouka, est reçu sur l'ensemble des épreuves. Nous invitons à la recherche de Kinshasa à bien vouloir. Secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Touba. Vu le procès-verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef des travaux, Dr Victor Outou Kabamba Bin Kayouka, en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons aux candidats précités les grades d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. En foi de quoi, voilà la feuille.
du sujet. Vous aurez dû parler de choses. Pourquoi vous avez préféré parler du sujet? Oui, en principe, vous savez, en République démocratique du Congo, il y a plusieurs problèmes. Mais il y a aussi des problèmes qui passent souvent inaperçus. C'est le problème des troubles neurocognitifs ou les problèmes d'intelligence. L'Organisation mondiale a remarqué que ces dernières années, nous assistons à une fréquence de plus en plus croissante de personnes atteintes de troubles neurocognitifs en Afrique et principalement dans notre pays. Et en lisant cela, je me suis intéressé à étudier ces problèmes parce que dans le milieu Konzo, on avait trouvé des troubles neurocognitifs chez l'enfant. Et ces troubles neurocognitifs observés chez l'enfant avaient une intensité et une fréquence qui augmentaient avec l'âge de l'enfant, faisant ainsi craindre les troubles neurocognitifs chez l'adulte. Voilà pourquoi j'ai porté mon choix sur les troubles neurocognitifs chez l'adulte. La population doit retenir que le manioc, surtout le manioc amer, est associé aux problèmes de santé. Et pour consommer ce manioc, il faut traiter le manioc. Et en les traitant, vous savez, on traite le manioc pour plusieurs raisons, mais c'est surtout pour détoxifier le manioc. Il faut alors bien traiter le manioc avant de le consommer et ça protégera la population contre les problèmes de santé comme le goitre et comme les troubles neurocognitifs que nous avons étudiés aujourd'hui. Il y a des recommandations? Oui. Il y a des recommandations, il y en a? Oui, les recommandations, nous avons formulé les recommandations dans le sens des perspectives. C'est-à-dire que dans la formation, il faut sensibiliser la population pour que la population comprenne qu'il faut traiter le manioc. Et dans la recherche, nous devons continuer à faire des recherches pour établir la relation entre la consommation du manioc et des troubles neurocognitifs. Parce que comme vous savez, cette étude est la première. Il faut d'autres études pour arriver à faire la relation de cause à effet entre la consommation du manioc et les troubles neurocognitifs de l'adulte. Merci beaucoup. Merci.